Il y a une image qui décrit parfaitement le sujet de notre exploration en profondeur d'aujourd'hui. Imagine un peu un orchestre symphonique. D'accord, je vois le genre. Le truc très sérieux. Voilà, exactement. Le chef d'orchestre est là, en smoking, il est incroyablement solennel, la baguette levée. Il donne le signal pour entamer une symphonie magistrale. Mais dans son dos, tous les musiciens se sont passés le mot. Ah, la fameuse mutinerie. C'est ça. Au lieu de jouer de leur violon majestueux, ils sortent des kazoo, des flûtes à bec en plastique fluo, enfin des sifflets, quoi. Et la véritable folie dans cette scène, c'est pas la blague des musiciens en soi. C'est la réaction du chef d'orchestre, j'imagine. Exactement. C'est que le chef d'orchestre refuse obstinément de s'arrêter. Il continue de diriger avec une rigidité absolue. Il fronce les sourcils, il réprimande le premier violon parce que son coup de kazoo n'est pas sur le bon tempo. C'est une super métaphore visuelle, en fait. Ça illustre parfaitement une rupture totale du contrat social. Tu sais, on s'attend toujours à ce que la forme d'un événement dicte son contenu. Ouais, quand le cadre est sérieux, le contenu doit l'être aussi. Tout à fait. Mais quand ce cadre est attaqué de l'intérieur, de manière totalement asymétrique, et que l'autorité en place refuse d'admettre la réalité de l'attaque, on obtient une anomalie absolument fascinante. Ok, décortiquons tout ça. Parce que cette anomalie, c'est très exactement ce que nous allons disséquer aujourd'hui pour ceux qui nous écoutent. On plonge tout droit en 1999. Ah, une époque bénie. La transition technologique totale. Grave. On est vraiment au carrefour entre le fameux 3615 code Fun Radio sur le Minitel, les toutes premières messageries IRC et les modems 56K qui, tu t'en souviens, hurlaient quand on se connectait. Les fameux bruits stridents. Oh que oui, c'est inoubliable. Eh bien, notre source d'aujourd'hui, c'est un artefact radiophonique qui a été sauvé de l'oubli par la chaîne YouTube Brochette Mystère. C'est la transcription d'un épisode de l'émission Les Débats de Gérard, diffusé sur Fun Radio. Et le thème officiel de la soirée, censé être hyper posé, c'est les grandes vacances. Ce qui est, en termes de radiodiffusion, le degré zéro de la controverse. Je veux dire, c'est le marronnier absolu. Demander à des gens s'ils préfèrent la mer ou la montagne, c'est conçu spécifiquement pour ne générer aucune friction. Sur le papier, oui, c'est censé être une émission interactive standard. Gérard, l'animateur, a préparé 10 questions très simples sur les vacances. Tu sais, la saison idéale, le budget, les sports de plage. Un plan très carré, quoi. Voilà, il a son équipe technique en régie, un standard téléphonique pour prendre les appels. Sauf que l'archive sonore révèle un crash, mais monumental. On a un présentateur qui tente de maintenir l'ordre face à un public et, comme on va le voir, face à sa propre équipe dont le seul but de la soirée est de saboter l'émission en direct. Et c'est là que le document devient historiquement hyper précieux. C'est pas juste un bêtisier des années 90 pour faire rire. Non, c'est plus profond que ça. Complètement. Ce qu'on écoute là, c'est le fossile intact d'une pratique qui domine Internet aujourd'hui. C'est la jeunesse de l'ingénierie sociale, de la perturbation. En fait, c'est le troll de masse. Le troll de masse en 99. Ouais. Organisé, coordonné et exécuté en plein direct. À une époque où, je te rappelle, le mot troll évoquait encore uniquement des petites créatures mythologiques sous des ponts, quoi. Attends, je t'arrête tout de suite sur ce point. On parle d'ingénierie sociale, de troll de masse, de coordination. Est-ce qu'on ne suranalyse pas un peu un phénomène, au fond, très basique? Tu veux dire juste des gamins qui s'ennuient? Bah oui, c'est juste des adolescents qui font des blagues de potache au téléphone, non? Qu'est-ce qui rend ça si organisé ou sophistiqué que ça? C'est une question super légitime, mais il faut vraiment regarder la mécanique sous-jacente. C'est pas juste une blague isolée, c'est une attaque systémique contre la structure même de l'émission. Une attaque systémique, carrément. L'ingénierie sociale, à la base, c'est l'art de manipuler une personne pour qu'elle compromette son propre système de sécurité. Et ici, le système de sécurité, c'est le format strict de l'émission et surtout l'ego de l'animateur. Ah, l'ego. Le point faible. Exactement. Les auditeurs ne font pas des blagues au hasard. Ils calibrent leurs interventions spécifiquement pour déclencher une réaction très précise chez Gérard. Ils ont identifié une faille psychologique béante et ils l'exploitent en boucle. Et cette faille, elle saute au lieu dès les premières secondes. La mise en place de ce chaos, ça commence par le ton de l'émission. Gérard, il est d'un sérieux papal. C'est clair. On a l'impression qu'il préside un conseil des ministres. Mais oui, il accueille ses appelants comme s'il auditionnait des experts pour une commission parlementaire sur le tourisme. Il exige l'âge de l'auditeur, sa ville, sa profession, et il demande même la fréquence FM exacte sur laquelle il écoute la radio. Le côté hyper procédurier, quoi.
Sauf que ce vernis d'autorité institutionnelle, il se heurte à un mur d'absurdité dès les présentations. Parce qu'il annonce, sans trembler, les intervenants du soir. Et accroche-toi, on a plage qui pue, petit short, grosse tente, parasol, et mon petit préféré, moufle de mer. Ce qui est fascinant ici, c'est vraiment l'incapacité de l'animateur à traiter la dissonance cognitive. C'est-à-dire, N'importe quel professionnel des médias avec un peu d'expérience aurait désamorcé la situation par l'humour, tu vois, en soulignant le ridicule des pseudonymes pour reprendre le contrôle de la discussion. genre, ah, monsieur moufle de mer, quel beau prénom. Voilà. Mais Gérard, lui, il fait le choix inverse. Il maintient son cadre rigide, coûte que coûte. C'est comme s'il subissait une attaque par déni de service, tu sais, une attaque d'IDOS, mais au niveau vocal. Le système de l'émission est conçu pour traiter des appels normaux, et le public inonde le standard de requêtes totalement corrompues. Des noms absurdes, des réponses illogiques. Exactement. Et Gérard oblige son propre cerveau à traiter chaque requête avec le plus grand sérieux. Résultat, le processeur surchauffe. Je te donne un exemple. Il demande quelle est la meilleure saison pour partir en vacances et pourquoi. Et là, Plage qui pue répond, Oui, Plage qui pue répond avec un flegme absolu que c'est l'hiver. et l'argument de l'auditrice est redoutable. C'est d'une logique absurde parfaite. Elle dit que l'hiver, c'est la meilleure saison pour aller à la plage, parce qu'il n'y a personne et qu'on a la plage pour soi, tout seul. C'est imparable, techniquement faux. Techniquement, oui. Mais face à ça, au lieu de rigoler, Gérard s'inquiète presque cliniquement de l'hypothermie. Il lui répond très sérieusement que l'hiver, c'est pas trop recommandé pour la baignade. Il est tellement terre à terre. Complètement. Il refuse de voir qu'il participe à un sketch comique dont il est la cible. Il s'accroche à la rationalité de son petit questionnaire comme un naufragé à une planche de bois, quoi. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ce premier degré absolu de Gérard, ça devient l'arme principale des auditeurs. Ils comprennent très vite que la friction comique ne vient pas de leur blague à eux. Elle vient de la tentative de Gérard de corriger la blague. C'est ça, avec des arguments logiques en plus. Le ressort comique, il bascule complètement. On passe de ce que dit l'auditeur à comment l'animateur va s'épuiser à le réfuter. Les appelants, en fait, ils tentent des pièges sémantiques. Et Gérard plonge dedans les deux pieds en avant, à chaque fois. Il est incapable de laisser passer la moindre incohérence. Il y a un exemple parfait dans la retranscription. Gérard pose la question des sports pratiqués en vacances. Ah oui, les fameux appels de parasol, hein. Oui, l'auditeur caché sous le nom de Parasol prend l'antenne. Il commence doucement, il propose le jet ski. Gérard valide, normal. Puis l'auditeur ajoute, toujours sur le même ton hyper monocorde, le jet 27. Alors, pour bien replacer le contexte pour notre audience, le Jet 27, c'est une liqueur à la menthe très populaire en France. C'est en aucun cas une activité physique ou nautique. Non, pas vraiment, non. Et Gérard le sait très bien, et ça le met hors de lui. Au lieu de soupirer ou de juste couper la ligne, il s'investit dans une correction, mais passionnée. Il hurle presque. Non, c'est un alcool. Essaie de bien répondre aux questions. C'est merveilleux. Et la dynamique se répète. Un peu plus tard, on a l'auditeur grosse tante qui explique qu'il prépare son voyage en Italie et qu'il met des livres de côté. Et là, Gérard, tel un instituteur super pointilleux, il bondit sur l'erreur monétaire, vu qu'on est en 1999, avant l'euro. Exactement, il lui crie. Des lyres en Italie, ce sont des lyres, pas des livres. Mais l'auditeur referme le piège en douceur avec un petit « Non, je mets des livres de côté pour bouquiner sur la plage ». Mais la construction de cette blague, elle est brillante, parce qu'elle utilise l'anticipation de l'animateur contre lui-même. Il s'est piégé tout seul. C'est ça. Gérard est tellement pressé de démontrer son autorité, de corriger l'ignorance supposée de son public, qu'il se jette la tête la première dans le double sens du mot. Et quand le piège se referme, l'humiliation intellectuelle qu'il ressent, ça le pousse vers son seul mécanisme de défense restant. Et la menace et l'agression verbale. La violence verbale devient carrément son lexique de gestion de projet. Il dit pas du tout « nous allons passer à un autre appel », il menace de faire gerber les auditeurs du standard. Gerbé. Carrément. Oui, c'est le terme qu'il emploie. Il veut les vomir de l'antenne, les virer, les envoyer faire dodo. Il édicte des règles martiales en plein direct qui s'effondrent la minute suivante. Par exemple, il hurle. « C'est la dernière fois que je répète la question. » Et bien sûr, il la répète. Mais oui, il finit par la répéter en boucle 3 minutes plus tard, face au silence délibéré du public. Et là, on voit l'autorité qui s'effrite en temps réel. Et c'est là qu'il faut vraiment élargir l'analyse de ce qui se passe. L'émission a muté. Ce n'est plus du tout un débat sur les vacances. Non, ça c'est clair.
L'objet d'étude de l'émission désormais, c'est la psychologie de l'animateur. Les auditeurs sont en train de mesurer empiriquement jusqu'où ils peuvent pousser un homme avant qu'il ne perde complètement la raison en direct à la radio nationale. Je suis d'accord, mais attends. Il y a un détail logistique qui cloche dans cette histoire de soulèvement populaire spontané. On est en 1999. Oui, pas de smartphone. Exactement. Les auditeurs sont chez eux, seuls, avec des téléphones fixes, filaires, souvent à cadran ou à touche. Ils ne peuvent pas entendre ce que les autres auditeurs préparent sur l'autre ligne du standard. Comment est-ce qu'ils peuvent maintenir un assaut aussi constant et cohérent? Eh bien parce qu'il y a forcément un ennemi de l'intérieur. Et cet ennemi, c'est la propre équipe de réalisation de l'émission. C'est l'élément central qui transforme une mauvaise soirée en un véritable chef-d'œuvre du chaos. C'est la fameuse Dream Team du studio. Oui, l'équipe technique en régie. On a Phil Dard en la gestion du standard téléphonique, Manu à la réalisation sonore et Rego à la lecture des messages textuels. Normalement, dans l'industrie radiophonique, ces personnes sont le bouclier absolu de l'animateur. Ils filtrent les trolls, justement. Exactement. Ils filtrent les déséquilibrés, ils équilibrent les niveaux sonores, ils préparent les transitions, ils sont censés protéger l'antenne. Sauf qu'ici, ils font l'exact opposé. Phil Dard, il fait un véritable casting des pires appels possibles. Il écoute les auditeurs hors antenne, il repère ceux qui ont les pseudonymes les plus absurdes et les intentions les plus hostiles, et bam, il les envoie directement à Gérard. Et d'ailleurs, Gérard finit par s'en rendre compte, non? Ah mais il pète complètement les plombs. Il ordonne à Phil Dard de faire son boulot au lieu de, et je paraphase pour rester poli, se toucher la nouille en régie. C'est une trahison technologique totale. On observe vraiment un affrontement entre deux modèles de pouvoir médiatique. D'un côté, Gérard, il représente l'autorité analogique, verticale. L'ancien monde de la radio où une seule personne dicte le rythme. Voilà. Mais de l'autre côté, l'équipe technique, qui est connectée aux auditeurs, elle représente une autorité numérique, beaucoup plus horizontale, qui est construite sur la logique de l'essaim. Ah, explique ce concept d'essaim pour ceux qui nous écoutent, parce que c'est là qu'interviennent les fameuses messageries de l'époque, c'est ça, hein? Les gens ne faisaient pas que téléphoner. Exactement. Enfin, je veux dire, il y a une dimension supplémentaire qui est primordiale ici. En 1999, Internet commence tout juste à s'installer dans les foyers. Les canaux IRC, l'Internet Relay Chat, permettent à des dizaines, voire des centaines d'auditeurs de se parler en temps réel, par texte, pendant qu'ils écoutent l'émission. C'est les ancêtres de Discord ou de Slack, en gros. C'est ça. Et ajoutons à cela le Minitel, avec le fameux 3615 code phone radio. Ce que ça signifie concrètement, c'est que le public n'est plus du tout un ensemble d'individus isolés dans leur salon. C'est devenu un cerveau collectif? Absolument. Sur l'IRC, ils peuvent décider ensemble de la prochaine blague, coordonner les appels, se donner des petits défis. Et l'équipe technique, en régie, lit ces messages en direct et s'en sert pour alimenter la machine. Le rôle de Rigaud est effarant à ce niveau-là. C'est un bombardement textuel permanent. Rigaud interrompt constamment l'effort désespéré de Gérard pour lire des messages du Minitel, et je te garantis qu'aucun de ces messages ne parle de crème solaire ou de château de sable. J'imagine que c'est des attaques très ciblées. Ce sont des attaques pures et simples, conçues spécifiquement pour être lues à voix haute. On a un message, par exemple, qui accuse Gérard d'avoir été aperçu en Normandie en train de faire du nudisme à côté d'une vache à lait. C'est n'importe quoi. C'est surréaliste. Un autre message demande s'il a déjà fait du camping sauvage lors d'une expérience intime dans les bois avec une professionnelle, et Gérard, au lieu juste de l'ignorer, il se défend au premier degré, il crie « Je ne réponds pas à ça, c'est n'importe quoi ». Mais cela soulève une vraie question sur l'utilisation de l'infrastructure technique. Le standard téléphonique et le Minitel ne sont plus de simples ponts de communication, ils sont carrément militarisés. Militarisé, c'est le mot juste. L'équipe en régie agit comme un chef d'orchestre malveillant qui canalise cette énergie de l'essaim IRC pour la diriger comme un laser contre l'animateur. Et Rigaud, en lisant ces messages, il donne une sorte de voix officielle à la rébellion silencieuse du chat. Et le sommet absolu de cette collaboration destructrice entre la régie et le public, c'est les sondages. Ah, ces fameux sondages. Oh oui, les statistiques de Rigaud. Régulièrement, Rigaud arrête l'émission pour annoncer qu'ils ont fait un petit sondage auprès des auditeurs sur le thème des vacances. Et il balance à l'antenne des pourcentages qui défient littéralement les lois des mathématiques et de la linguistique. Un exemple. Il annonce, avec le plus grand sérieux du monde, « Préférez-vous les grandes ou les petites vacances ?» 45% des gens aiment quand c'est long, mais pas trop court. Et 24% aiment quand c'est court, mais pas trop long.
C'est la définition parfaite d'une tautologie conçue pour briser l'esprit d'un homme rationnel, ça. Et ça marche. Gérard vrille complètement. Il hurle. Mais ça n'a ni queue ni tête, ça veut rien dire, c'est 2 fois la même chose. Et il a raison. Factuellement, il a 100% raison. Bien sûr qu'il a raison, mais personne ne les compte. C'est ça, la régie fait semblant de pas comprendre pourquoi il s'énerve. Et mon préféré reste ce sondage sorti de nulle part sur l'état d'esprit des estivants. Rego annonce 11% des obèses interrogés n'ont pas compris la question. Ah oui, l'absurde à l'état pur. Gérard, il hurle à plein poumon qu'il n'en a rien à faire des obèses, que ça n'a aucun rapport avec le sujet. Et à ce stade de la soirée, la structure de l'émission est littéralement en train de fondre sur pied. C'est vraiment le moment de bascule critique. Le cadre conceptuel, tu sais, des fameuses grandes vacances, il ne peut plus du tout contenir l'énergie anthropique de la salle. On dépasse le simple canular téléphonique, on entre dans une forme de dadaïsme radiophonique. Dadaïsme radiophonique, c'est une excellente expression. Parce qu'on entre dans la dernière phase, l'effondrement final. Toute tentative de parler de tourisme disparaît totalement au profit d'hallucinations collectives. Le chaos absolu. Voilà, on accueille l'auditeur crabe en rut, qui appelle soi-disant depuis le Mont-Saint-Michel. Avec un récit qui relève plus du film catastrophe, saupoudré de substances illicites qu'autre chose. Mais oui, il raconte le plus sérieusement du monde qu'il est coincé sur un rocher, que la marée est montée tellement vite qu'il a de l'eau jusqu'à la taille. Il ajoute même qu'il a failli perdre un pote noyé, et qu'il passe ses vacances à fumer des galettes avec des Hollandais. Et Gérard, il réagit comment? Même pas. Gérard essaie d'analyser la véracité de cette histoire de marée meurtrière au Mont-Saint-Michel. Et juste après ça, on a Tanguy d'Hiver qui affirme que son job d'été, c'était d'être sauveteur en mer sur la Côte d'Azur avec son meilleur ami Mitch. Une référence tellement évidente à Mitch Buchanan de la série Alerte à Malibu. Exactement. Et là, Gérard perd définitivement pied. La seule option qui lui reste, c'est l'exécution sommaire. Il vire les auditeurs à la chaîne. C'est la panique, hein? Totalement. La canette, renvoyée. Petit short, renvoyé. Tanguy d'Hiver, renvoyé. Il hurle des tu dégages. Allez, tu vas faire dodo. Il essaye de nettoyer le système en supprimant les utilisateurs corrompus un par un. Mais la source de l'infection est infinie. Le chat IRC continue de fournir des troupes fraîches. Et le pire, c'est que malgré ce naufrage absolu, il persiste à poser sa dernière question. L'entêtement jusqu'au bout. C'est l'illustration ultime de l'entêtement face à l'absurde, oui. Sa toute dernière question du questionnaire, la question fatidique, c'est « Peut-on emmener sa télévision pendant les vacances ou autre appareil ménager ?» Et là, le barrage cède, mais complètement. Le Minitel demande en direct à Gérard s'il est déjà parti en vacances avec un frigo d'appartement. Un frigo d'appartement. Ou s'il prend sa plaque vitrocéramique dans le train. Et au lieu de clore le débat en disant que c'est complètement absurde, Gérard s'époumonne à expliquer la logistique du froid. Il tente de rationaliser le transport de l'électroménager. Oui. Il crie qu'on n'emmène pas un frigo d'appartement, qu'il existe des glacières portables pour ça. Il se bat littéralement contre des moulins à vent. Il argumente de manière super pragmatique contre des gens dont le seul désir est de le voir faire une rupture d'anévrisme métaphorique en direct. C'est le triomphe total de la forme sur le fond. L'absurdité a totalement colonisé l'espace informatif. Il n'y a plus aucune information transmise sur les vacances. Il n'y a plus qu'une performance d'épuisement. Alors, qu'est-ce que tout ça signifie au moment de rendre l'antenne ? Comment on conclut un désastre pareil? Eh bien, Gérard ne fait même pas semblant de faire un petit bilan sur les congés d'été. C'est fini les vacances. Et c'est ça. Sa conclusion, c'est un règlement de compte amer avec sa propre équipe. Il lâche à laconique. Fildar, tu as foutu ta merde, comme d'habitude. Il insulte le public qui l'a harcelé pendant 1 heure. Et le coup de grâce, l'ironie ultime, vient de la régie avec la fameuse conclusion musicale. L'édition de l'émission veut que l'animateur annonce les disques qui vont clôturer l'heure. Mais la régie lui a imprimé des titres inventés de toutes pièces, conçus spécifiquement pour humilier le ton solennel de Gérard. Il se retrouve à lire des absurdités à l'antenne. Oui, il bredouille d'une voix hyper fatiguée, qui vont se quitter en écoutant Le pêcheur enrhumé avec J'arrête l'eau salée, j'ai la rotule qui rouille. Magnifique. Suivi du groupe Le Petit Baigneur des égouts avec Passe-moi de l'huile, j'ai le derrière en feu. Il lit ça à haute voix, le plus sérieusement du monde. Le contenu informatif a été englouti, digéré et recraché sous forme de cynisme pur par l'équipe de réalisation. Tu sais, en synthétisant cette source épique, on réalise que cette archive dépasse très largement le cadre d'un simple bêtisier nostalgique de la fin des années 90. C'est beaucoup plus important que ça. Une culture de l'interactivité agressive.
La rébellion du public, en fait. Le public refuse le contrat d'écoute passive. Il prend conscience que, grâce aux outils technologiques comme le Minitel ou l'IRC, il possède le pouvoir de renverser la hiérarchie de l'émission. L'audience décide de créer le spectacle en piratant le temps d'antenne du présentateur. Et ça résonne tellement avec l'écosystème numérique contemporain. Ce qui se passait par téléphone interposé en 1999, c'est exactement la même mécanique psychologique que l'on observe sur les plateformes de diffusion en direct aujourd'hui. Tu penses aux plateformes de streaming? Totalement. Pensons à Twitch ou YouTube Live. Quand on étudie le phénomène du stream sniping ou les dynamiques de certains chats en direct, on retrouve ce comportement à la lettre. Le chat qui essaie de prendre le contrôle. C'est ça. Un créateur de contenu essaie de faire une activité sérieuse et une partie de son audience se coordonne pour le parasiter. Ils utilisent les donations vocales pour lui faire lire des noms absurdes en plein jeu. Ils cherchent à le pousser à bout pour provoquer ce qu'on appelle un rage quit, tu sais, un abandon furieux en direct. Tout à fait. Gérard, avec son Minitel et son standard téléphonique saboté, il vivait finalement l'ancêtre analogique du harcèlement de stream moderne. Les outils ont évolué. On est passé des modems stridents aux fibres optiques. Mais la pulsion humaine reste identique. C'est l'envie irrépressible de l'essaim de tester la solidité de la figure d'autorité jusqu'à son point de rupture. Et surtout, de faire de cette rupture le véritable divertissement. Ce qui amène une réflexion vertigineuse sur la nature même de cette archive. Pour conclure, dans une émission où les auditeurs anonymes, l'équipe technique frondeuse et les messages virtuels convergent tous pour anéantir le travail du présentateur qui est le véritable auteur de cette œuvre sonore, C'est une excellente question philosophique en fait. faut-il voir en Gérard la victime pathétique d'un format radio qui lui a totalement échappé, ou bien, à son insu par sa résistance acharnée et son sérieux inébranlable, est-il devenu l'un des plus grands acteurs de performance de la fin du XXe siècle? Une performance où finalement l'absence de recul et le refus de rire deviennent le ciment de l'art lui-même. Parce que sans la rigidité de Gérard, le chaos n'aurait eu aucune saveur. C'est tout le paradoxe. Pour revenir à notre métaphore initiale de l'orchestre symphonique, le chef d'orchestre pensait diriger une symphonie sérieuse, classique et maîtrisée. Il ne s'est jamais rendu compte qu'il était en réalité le danseur étoile d'un ballet comique absurde, dont il était le seul, absolument le seul, à ne pas avoir lu la chorégraphie. Le chef battait la mesure avec passion, mais ce sont les cazouzes qui, depuis le début, dictaient la véritable mélodie de l'émission.